va partir des nuages moléculaires denses et on va suivre l'évolution de la matière, quelles sources d'énergie ont permis de la faire évoluer et en quoi est-ce qu'elle aurait pu jouer un rôle dans l'émergence du système vivant sur Terre. Donc vous voyez, on va aller un peu loin. Donc la première question, en tant qu'exobiologiste ou astrobiologiste, si on parle au niveau de la NASA, ça va être d'essayer de comprendre les conditions qui ont permis d'obtenir une transition entre le non-vivant, ce qu'on va appeler abiotique, et aller vers le vivant, ce qu'on appelle le système vivant terrestre. Et donc cette question-là, à ce niveau-là, eh bien vous allez voir, on va essayer d'essayer de comprendre, est-ce qu'on a des réponses, est-ce qu'on a des indices pour essayer de comprendre comment la vie est apparue sur Terre. Alors évidemment, la première chose à essayer de déterminer, c'est qu'est-ce qu'un système vivant. Alors là, vous rentrez dans un débat au niveau de la communauté qui n'en finit pas, mais on peut essayer de résumer par ces éléments, c'est-à-dire que c'est une structure qui a la capacité d'échanger de l'énergie, point important, vous allez voir pourquoi, de la matière avec son environnement et pouvant produire des copies d'elle-même sans perdre de l'information. Mais il y a un autre point aussi qui est important à prendre en compte, c'est le fait que cette reproduction, à un moment donné, il puisse y avoir des erreurs de manière à pouvoir obtenir une évolution darwinienne. Si vous avez toujours une copie exactement conforme, eh bien l'évolution darwinienne ne peut pas avoir lieu, puisque vous ne pouvez pas faire des déviants, et donc vous ne pouvez pas avoir des formes qui soient mieux adaptées à un moment donné à l'environnement dans lequel elles se trouvent. Donc ça, c'est un point important. Alors évidemment, nous, vous allez voir, on va revenir, donc on va faire ce qu'on appelle du bottom-up approach, c'est-à-dire qu'on va partir des molécules, on va essayer de comprendre quelles ont pu être les conditions pour qu'elles puissent s'associer et aller vers les systèmes vivants tels qu'on les connaît actuellement. Donc pour essayer de comprendre notre point de départ, eh bien on va revenir à Charles Darwin. Donc ça, vous le connaissez, je pense, très bien par rapport à cette théorie de l'évolution des espèces. Mais quand vous regardez dans ses correspondances avec les savants de l'époque, eh bien il avait une hypothèse déjà, donc c'est à la fin du 19e siècle, enfin milieu du 19e siècle, si vous le lisez, dans quelques petites masses chaudes en présence de toutes sortes de sels d'ammoniac, d'acide phosphorique et ainsi de suite, chaleur, électricité, à composé de protéines fut chimiquement formé, prêt à subir des changements encore plus complexes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, il pensait déjà à l'époque, sans avoir le savoir qu'on a actuellement, eh bien que pour aller vers l'émergence de systèmes vivants, il fallait associer de l'énergie et de la matière. D'accord? Déjà à ce moment-là. Et puis si on progresse un petit peu dans les années, on se retrouve donc au début du XXe siècle. Et vous avez donc Oparin et Haldane de manière théorique qui amènent l'idée qu'en fait entre la matière organique qu'on a dans les systèmes inanimés, donc on verra dans les objets comme les comètes, les astéroïdes, eh bien vous n'avez pas de différence entre cette matière organique et celle qui compose les systèmes vivants. Il faut savoir qu'à cette époque-là, vous aviez même au début du XXe siècle, vous avez un courant qui s'appelait le vitalisme, qui dissociait la matière qui composait les systèmes vivants de la matière qui était hors des systèmes vivants. C'est-à-dire que pour qu'un système vivant puisse fonctionner, vous deviez ajouter une force vitale à la matière organique, c'est ce qu'on appelait la matière organique en tant que telle. Et tout ce qui n'était pas lié au vivant était appelé matière inorganique. Maintenant, on a fait évoluer ce concept et tout ce qu'on va appeler, tout ce que je vais vous appeler matière organique, c'est de la matière qui a au minimum un carbone et un hydrogène. Donc ça veut dire quoi? Si vous continuez à les lire, derrière, ils vous disent les combinaisons complexes des manifestations et des propriétés si caractéristiques de la vie ont pu provenir d'un processus d'évolution de la matière. C'est-à-dire que si vous associez les éléments apportés par Darwin et puis les éléments apportés par Oparin et Haldane, ça veut dire que si vous avez de la matière dans un environnement où vous n'avez aucune forme de vie, que vous mettez une quantité suffisante d'énergie, eh bien vous allez pouvoir déclencher un processus d'évolution chimique qui va vous permettre l'émergence de systèmes chimiques qui vont évoluer vers les systèmes vivants tels qu'on les connaît actuellement. Et donc là, on va essayer de retracer cette évolution-là et de voir quels sont les points importants dans lesquels justement l'énergie a pu jouer un rôle. Alors, en bon chimiste, ce qu'on fait, c'est qu'on va suivre cette évolution, c'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre dans quels environnements on va pouvoir détecter des petites molécules comme le dioxyde de carbone, le métal ou le monoxyde de carbone que vous connaissez, pour aller former les building blocks, donc je vais vous expliquer tout à l'heure ce que sont les building blocks, et ensuite comment ces petites molécules vont pouvoir s'associer pour aller former des grosses molécules qui vont avoir des agencements particuliers, et comment est-ce que ces macromolécules vont pouvoir interagir pour aller vers la formation des cellules primitives, puis l'émergence de systèmes vivants tels qu'on peut les qualifier actuellement. Donc déjà, la première chose, c'est de savoir vers quel type de molécules on va vouloir aller, quel type de molécules on veut former pour ensuite essayer de définir où est-ce qu'on peut trouver ces fameux
petits building blocks. Alors, si on simplifie, normalement vous avez 3 grands types de molécules qui font former les systèmes vivants. Vous avez tout ce qui est lipides, phospholipides. Là, j'ai concentré au métabolisme de la cellule que sont les enzymes et les protéines. Et puis de l'autre côté, vous connaissez le support du matériel génétique, ce qu'on appelle l'ARN et l'ADN. Donc ce sont des macromolécules. Donc ces macromolécules, en fait, si vous zoomez, si je prends les protéines ici, elles sont formées par l'association de petites molécules, donc ce qu'on appelle un acide aminé. Vous voyez, vous allez les associer, vous allez former derrière une liaison entre ces deux molécules et vous allez les agencer, vous allez en associer plusieurs milliers qui vont vous permettre de former cette structure moléculaire ici qu'on va appeler une protéine qui a un rôle particulier dans les cellules vivantes. Mais ce qui est très important ici, c'est que cet agencement n'est pas aléatoire. Il est codé par le code du matériel génétique ici au niveau de l'ADN et qui va vous dire dans quel sens on va devoir placer les 20 acides aminés qui composent la protéine. Ça, c'est très important parce que suivant l'agencement, ça va vous donner une structure dans l'espace de cette molécule qui va lui permettre de jouer son rôle dans le système, dans la cellule. Si vous n'avez pas le bon agencement, eh bien vous n'avez pas la même conformation, ce qu'on appelle, et donc vous n'allez pas avoir le même rôle. D'accord ? Donc ça veut dire que les deux sont totalement liés, le matériel génétique et la fonction de la protéine vont être liés et donc pour obtenir la propriété de la molécule que vous voulez former. Donc ça, c'est ça qu'on va appeler les building blocks au niveau des protéines. Et derrière, au niveau de l'ADN, eh bien ici, je vous ai mis un schéma de la molécule dans lequel vous allez avoir donc, les bases nucléiques qui s'associent avec des sucres, puis vous avez le phosphate et ainsi de suite. Et donc là, maintenant, on va essayer de comprendre dans quels environnements on a pu former ces petites molécules, ces building blocks, et derrière, comment on a pu les agencer pour mener à la formation de ces macromolécules. Donc, la première étape, c'est d'identifier ces environnements qui vont nous permettre de générer ces petites molécules et de voir si on peut former ces fameux building blocks que sont les acides aminés, les sucres et ainsi de suite. Donc vous avez deux approches possibles. Vous avez l'approche ce qu'on va appeler endogène, ça va être lié à tout ce qui peut être généré comme type de matière organique dans l'environnement de la Terre primitive. Donc vous allez avoir par exemple l'atmosphère. Donc là je vous ai mis un schéma pour vous représenter une des premières expérimentations qui a été faite, ce qu'on appelle en chimie prébiotique, pour comprendre la chimie qui a précédé l'émergence des systèmes vivants. Donc c'est ce qu'on appelle la réaction de Urey-Miller. Donc l'idée c'était de simuler l'atmosphère de la Terre primitive dans un ballon. Donc ici, vous aviez de l'eau, du méthane, de l'ammoniac, du dihydrogène et du monoxyde de carbone. Donc ce mélange-là est remis un petit peu en cause par les dernières données géologiques. Mais ce n'est pas grave, ce qui est important, c'est l'idée de mettre ces 5 gaz en même temps. Vous les laissez, ça ne va pas faire grand-chose, ça ne va pas réagir. Par contre, si vous mettez une décharge électrique qui avait pour objectif de simuler les décharges qu'il pouvait y avoir dans l'atmosphère au niveau des environnements volcaniques, vous pouvez avoir des décharges électriques très importantes, des éclairs, et bien il s'est rendu compte tout simplement qu'il cassait ces molécules et à la fin il a récupéré ce qu'il avait ici dans le liquide, ici dans l'eau, et il a pu détecter la présence d'acides aminés. C'est-à-dire qu'en partant uniquement de ces toutes petites molécules-là que vous avez dans l'atmosphère, que vous connaissez, l'eau, le métal, l'ammoniac, vous mettez l'énergie en présence de ces molécules-là, vous allez commencer à avoir une évolution chimique qui va vous mener vers la formation de ces fameux petits building blocks qu'on peut retrouver au sein des protéines des systèmes vivants. Et là, c'est formé en dehors de tout système biologique. D'accord ? C'est-à-dire que là, c'est vraiment de la chimie organique purement abiotique, ce qu'on appelle. Donc vous avez sur Terre d'autres environnements dans lesquels vous allez pouvoir générer la matière organique. Donc vous avez aussi des sources hydrothermales, vous avez des puits d'énergie, vous avez des mouvements des fluides, et là aussi il a été montré qu'en partant de dioxyde de carbone et d'eau, vous mettez aussi là une source d'énergie, vous allez avoir des réactions qu'on appelle la réaction de Fischer-Tropsch qui vont vous permettre de réduire le carbone et d'aller former des hydrocarbures et des acides gras. Les acides gras pouvoir être ensuite importants pour former les parois des cellules par exemple ou des vésicules. Donc pour faire le compartiment qui va protéger l'intérieur en fait de votre métabolisme, du fonctionnement d'un système chimique par exemple. Donc vous avez une autre source de matière organique, c'est ce qu'on appelle la source exogène. Donc c'est tout ce qui va provenir dehors de l'environnement de la Terre, donc tout ce qui va être apporté à la surface de la Terre par les astéroïdes et les comètes.
Donc, pour avoir une information sur le type de matériaux organiques que l'on peut avoir donc, dans ces fameuses astéroïdes et comètes, on a sur Terre ce qu'on appelle les météorites. Donc les météorites, c'est quoi? C'est tout simplement une comète, un astéroïde qui a traversé l'atmosphère et qui est venue se projeter à la surface de la Terre, et une fois qu'elle est sur Terre, après l'impact, c'est ce qu'on va appeler une météorite. Donc en regardant l'intérieur et en comprenant la composition de ces objets, on va être capable d'obtenir une information sur la composition de leurs corps parents, que sont les comètes ou les astéroïdes, donc ce qui se trouve en dehors de l'atmosphère de la Terre, en dehors de l'environnement de la Terre. Et donc ce qu'on sait, c'est qu'on va avoir de la matière organique dans certaines de ces météorites, qu'on va appeler les chondrites carbonés. Vous allez avoir une partie de matière organique soluble, c'est-à-dire qu'on peut la récupérer en lavant l'objet avec de l'eau ou du méthanol, et une autre qui est totalement insoluble, qu'on n'est pas capable de récupérer avec un solvant. Donc juste pour vous montrer un petit peu de chimie, là c'est une image, une représentation de la matière organique insoluble, donc c'est un enchevêtrement, nous ce qu'on va appeler de cycle aromatique. C'est des molécules qui sont extrêmement hydrophobes, donc qui n'aiment pas l'eau, donc ils vont avoir tendance à se coller les unes avec les autres. Hop, excusez-moi. Et ce qui va leur créer cette propriété d'être insoluble dans énormément de solvants. Et puis derrière, vous avez une fraction qui va être plus intéressante pour nous, dans notre objectif, c'est la matière organique soluble. Alors là, je vous ai mis des analyses que l'on peut faire sur cette matière organique, c'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble ce qu'on fait en laboratoire. Donc en fait, on a pris un caillou, on l'a broyé, de la météorite, par exemple ça c'est la météorite de Murchison, on l'a broyé et puis on l'a lavé avec du méthanol, on a récupéré l'extrait et on l'a injecté dans un spectrum masse très haute résolution, ce qu'on appelle, ça nous permet d'avoir une information sur la masse de la molécule. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, eh bien, vous avez des milliers de pics que vous avez pu détecter. Des dizaines de milliers de pics, en sachant que pour chaque pic, ce n'est pas une seule molécule, mais vous pouvez avoir jusqu'à 100 molécules différentes. Donc ça vous montre qu'en fait, dans ces objets-là, vous avez une très grande diversité moléculaire qui est disponible. C'est-à-dire que lorsque vous avez un astéroïde qui traverse l'atmosphère et qui vient sur Terre, eh bien, suivant la taille de l'objet, s'il n'est pas totalement détruit à l'impact, vous allez pouvoir délivrer à la surface de la Terre une très grande quantité de matériaux organiques. Et on peut aller voir un petit peu plus loin, et notamment voir dans ce matériau organique si on a nos fameux building blocks, les acides aminés, les bases nucléiques, les sucres. Et évidemment, vous en doutez, hop, on en a. C'est-à-dire que lorsque je regarde un astéroïde, j'ai des sucres, ce qui est un des building blocks de l'ADN ou de l'ARN, donc désoxyribose ou ribose. On a les bases nucléiques, une autre partie des building blocks de l'ADN ou de l'ARN, et puis on a jusqu'à 80 acides aminés différents, en sachant que vous en avez 20, une vingtaine à peu près, qui va composer les systèmes protéiques de vos organismes. Donc vous voyez qu'en regardant un astéroïde, enfin pas tous, hein, parce qu'il y en a des différents, mais vous allez pouvoir avoir eh bien, un contenu organique qui peut être rendu disponible à la surface des planètes pour fournir un contenu organique qui peut être intéressant derrière pour fournir des molécules qui ensuite vont peut-être pouvoir évoluer vers l'émergence de systèmes vivants. Donc, pour avoir d'autres informations, eh bien, on peut aussi envoyer des sondes vers ces objets. Donc là, c'est la mission Rosetta qui a été, alors à chaque fois je me trompe, hein, c'est la comète 67P, je vais m'arrêter ici parce que le nom, j'arrive jamais à le dire. Et donc là, je vous ai mis quelques images, c'est toujours, je trouve, très impressionnant d'être capable d'aller vers ces objets-là et d'en avoir une information directe, visuelle sur la surface. Donc, vous aviez donc un nombre assez important d'objets, d'outils d'analyse qui ont permis donc d'analyser l'environnement de cette comète. Et ce qui est très intéressant, donc je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les molécules détectées, mais vous avez une molécule ici qui a été détectée, c'est la glycine, qui est un des plus petits acides aminés qui est utilisé dans les systèmes vivants. Ça veut dire que quoi? C'est-à-dire que quand vous regardez une nouvelle fois une comète, eh bien vous avez des molécules derrière que vous retrouvez dans les systèmes vivants. Alors attention, je ne dis pas que ce qu'il y a dans la comète, c'est ce que vous avez dans vos organismes. Là, vous allez voir la différence, justement, et faire attention à ce qu'on vous dit dans les médias, surtout sur les comités de presse qui peuvent sortir. Mais quand même, c'est important, c'est-à-dire que vous commencez à voir que la matière organique, ben, finalement, on va en faire à peu près partout, dans le système solaire et dans notre galaxie probablement.
D'autres missions spatiales là, qui sont aussi très intéressantes. Donc là, c'est la mission Hayabusa 2. Vous avez une mission de la NASA Osiris-Rex qui est revenue il y a un mois de la rencontre d'un astéroïde. Là, cette fois-ci, ça a été d'aller chercher un échantillon de la surface de l'objet et de le ramener sur Terre, tout simplement parce que sur Terre, c'est là où vous avez les outils les plus sophistiqués pour pouvoir analyser le contenu. Donc toujours pareil, je vous ai mis quelques photos, toujours intéressant de voir à quoi ça peut ressembler ce type d'objet. Et donc la sonde a été impactée à la surface, récupérée à peu près 5 grammes de la surface, et derrière, donc les scientifiques, donc vous voyez, ça c'est l'échantillon qui a été récupéré, et derrière, donc, on analyse, on cherche nos fameux building blocks, et là aussi, qu'est-ce qu'on peut voir? 20 acides aminés ont été détectés. On a aussi des bases nucléiques qui ont pu être détectées. Donc là encore, ça confirme ce qu'on avait déjà vu avec les météorites, c'est que dans les objets qui gravitent dans le système solaire, les objets interplanétaires qui sont les comètes et les astéroïdes, vous avez un contenu organique qui va contenir ces building blocks. Donc maintenant, on est à ce niveau-là, au niveau des astéroïdes et des comètes. Et donc la question, c'est d'où vient cette matière organique? Vous avez des milliers, des millions de molécules différentes, vous avez des molécules qui sont potentiellement intéressantes pour faire la chimie prébiotique, mais d'où viennent-elles? Et vous allez voir qu'en fait, eh bien, tout simplement, elles vont venir des zones de formation du système solaire. Hein, vous aviez Hubert Reeves souvent qui disait que nous sommes des poussières interstellaires, et vous allez voir qu'en fait, eh bien, il n'a pas forcément tort, c'est-à-dire que la matière organique que l'on voit actuellement dans les astéroïdes et les comètes, va avoir pour partie origine le nuage moléculaire dense, qui va aller s'effondrer. Vous allez avoir toute une évolution, je vais rentrer dans le détail un petit peu plus tout à l'heure, qui va vous permettre d'aller vers le disque protoplanétaire, et ensuite vous allez avoir l'accrétion qui va vous permettre de former les planètes, de très gros objets, chauffer énormément, vous détruisez totalement la matière organique, et par contre vous allez avoir les déchets de cette accrétion, que vont être ces fameux objets interplanétaires qui ont peu évolué depuis leur formation et qui ont donc gardé leur contenu organique tel quel et ensuite ont pu venir le déposer à la surface de la Terre, comme je vous disais tout à l'heure. Alors, d'où vient cette matière organique? Eh bien, en fait, si vous regardez dans la zone de formation des systèmes planétaires, vous avez ce qu'on appelle les nuages moléculaires denses, vous êtes dans des zones qui sont extrêmement froides, à moins 263 degrés Celsius. La densité est pas très, la pression pardon, est pas très importante. Mais par contre, ce qui est très important, c'est qu'à 1% de leur masse, vous allez avoir des petits grains de silicate entourés par des glaces. Et ça, on est capable d'avoir une vision directe de la composition de ces glaces, grâce notamment, vous avez dû entendre parler peut-être du James Webb Telescope, le JWST, qui est un spectron infrarouge et qui en fait est capable d'avoir, en regardant ces zones-là, une information sur la composition des glaces. Et donc on sait qu'on a de l'eau, un alcool, ce qu'on appelle le méthanol, de l'ammoniac, du dioxyde de carbone, du monoxyde de carbone et du formaldéhyde. Et ça, on est capable de reformer en laboratoire expérimentalement ces glaces, et on va soumettre ces glaces à des processus auxquels elles peuvent être soumises lorsqu'elles vont évoluer lors de la formation d'un système planétaire, pour comprendre la chimie qui se passe et pour comprendre quel type de molécule est générée lors de cette évolution-là. Et on s'est rendu compte qu'en mettant ces glaces, en les soumettant à des processus de haute énergie, c'est-à-dire de l'ultraviolet, ce qu'on appelle de la 121 nanomètres, des rayons cosmiques, ce sont des ions de haute énergie ou des électrons, eh bien vous allez transformer les molécules initiales, un petit peu comme l'a fait Miller, mais dans des conditions différentes. Là, on est vraiment très basse température, très basse pression. Là, on est dans les 10-13 à 10-16 millibars en pression, donc c'est vraiment très très faible. Et à la fin, on s'est rendu compte, dans nos expériences, eh bien, que le matériau organique qui était formé présentait des dizaines de milliers de molécules. C'est-à-dire que lorsque vous partez uniquement d'eau, d'ammoniac, de méthanol, de CO2 par exemple, vous fournissez de l'énergie à votre système, même si vous êtes à très basse température et très basse pression, à la fin, vous formez des dizaines de milliers de molécules. Et ce qui est très intéressant, c'est si on compare ce qu'on génère à partir de ces glaces avec ce que vous observez dans les astéroïdes ou les météorites, eh bien vous trouvez des similarités. C'est-à-dire que ce scénario-là, qui part des petits grains du nuage moléculaire dense, qui mène à la matière organique que vous retrouvez dans les astéroïdes et les comètes, eh bien, en laboratoire, on est capable de montrer que ça peut être une source de la matière organique qu'on retrouve au sein des météorites. Et donc sur Terre, il y a plus de 4 milliards d'années, lorsque la Terre a été bombardée par l'ensemble de ces objets. Donc, ça veut dire quoi? Pour résumer,
on a ces astéroïdes, donc on a un réservoir universel et riche de molécules lorsqu'on regarde ce réservoir extraterrestre, de matériaux extraterrestres, que ces molécules, on peut les retrouver à la surface des planètes. Et donc maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la génération de matière organique, ce n'est pas un problème. La matière organique, on peut en trouver à peu près partout. Après, ça va dépendre de l'environnement dans lequel vous êtes. Si vous êtes dans des environnements plutôt oxydés, plutôt réduits, vous allez diminuer les rendements et ainsi de suite, la quantité de matière que vous allez pouvoir générer. Mais vous en faites sur Titan, vous en faites sur Europe, vous en avez peut-être fait sur Mars et vous en avez dans les astéroïdes. Donc la matière organique en tant que telle, on en a partout. Mais est-ce que c'est suffisant pour aller vers l'émergence de systèmes vivants? Ce n'est pas parce que vous avez des acides aminés dans un astéroïde ou une comète que vous allez pouvoir avoir de la vie peut-être partout. Donc le deuxième point, c'est on a nos building blocks. Maintenant, il va falloir les associer, comme je vous ai montré tout à l'heure pour les acides aminés, pour aller former les macromolécules et ensuite pouvoir comprendre comment ces macromolécules ont pu interagir pour aller vers la formation, l'émergence des systèmes vivants. Est-ce que c'est facile? Alors, donc on est ce qu'on appelle au niveau de la chimie prébiotique. Donc là, cette fois-ci, maintenant, on est à la surface de la Terre primitive. Il y a à peu près 3,8 à 4,3 milliards d'années. Et on va essayer de comprendre, avec les données géologiques et géochimiques qu'on peut avoir, quel a pu être l'environnement, et d'essayer de comprendre quel a pu être cet environnement qui a permis d'obtenir la transition de l'inerte vers le vivant. Donc ce qui est sûr, c'est qu'on avait la matière organique. Je pense que ce soit au niveau de la Terre ou au niveau des apports extraterrestres, ce n'était pas trop un problème. Donc maintenant, notre objectif, c'est de partir de ces petites molécules, les building blocks, de les associer, comme je vous disais tout à l'heure, pour essayer d'organiser le système. On a un gros problème, c'est qu'en fait, en physique, lorsqu'on organise un système, on se bute au second principe de la thermodynamique. C'est-à-dire qu'en fait, tout système doit aller vers une augmentation de son désordre. Donc si j'associe, je passe de là à là, je diminue le désordre. Donc ça, c'est pas possible. Donc il faut trouver un moyen pour pouvoir associer ces petites molécules et aller vers ces macromolécules. Et le seul moyen, c'est d'associer à cette matière de l'énergie, tout simplement. C'est pour ça que si vous avez un acide aminé dans une comète ou un astéroïde, si vous n'avez pas l'énergie qui va vous permettre de les associer, vous ne risquez pas de déclencher une chimie qui va aller vers les systèmes vivants. Et comme on va le voir tout à l'heure, cette capacité d'associer la matière à une certaine quantité d'énergie pour obtenir ce qu'on appelle l'auto-organisation de la matière, c'est-à-dire la matière qui va aller vers une organisation mais en dehors de tout système vivant, eh bien, ça ne va pas forcément se faire dans tous les environnements. Et donc, si vous avez une association de cette matière organique avec une quantité suffisante d'énergie, et pas n'importe quelle énergie, quel type d'énergie, on va pouvoir avoir ce que je vous disais, donc cette auto-organisation de la matière organique, qui va peut-être ensuite permettre d'aller vers l'émergence d'une chimie des systèmes qui sont caractéristiques, ça veut dire qu'ils sont très loin de l'équilibre, ça veut dire que vous ne reviendrez jamais à l'état initial. Si le système qui s'enclenche ici revient à l'état initial, c'est ce qu'on va appeler la mort, communément. D'accord ? Donc l'objectif, c'est des systèmes qui vont être toujours conduit loin de l'équilibre par un apport de matière et un apport d'énergie. D'accord ? Si on couple l'énergie ou la matière, alors ça peut être les deux, hein, la matière peut aussi contenir de l'énergie, eh bien votre système, il va revenir à l'équilibre, ce qu'on appelle, il va aller vers le désordre et vous allez arriver à l'état de mort en tant que tel. Alors maintenant, évidemment, la question c'est... je résume d'abord. Donc, pour résumer, avoir de la matière organique, ce n'est pas un problème. D'accord ? On en a au niveau extraterrestre, vous pouvez en générer au niveau de la Terre primitive ou sur d'autres planètes, Titan, ainsi de suite. Là, ce qui va être important, ça va être de pouvoir trouver un environnement qui va vous permettre de fournir cette quantité d'énergie. Et grâce à cette quantité d'énergie, vous allez pouvoir déclencher cette auto-organisation de la matière. Et il faut déterminer quelle est cette quantité d'énergie minimale. Et si vous avez ça, eh bien vous allez réussir à avoir cette transition de phase qui va être liée à l'émergence de ces systèmes chimiques qui vont être capables de se reproduire et d'évoluer. C'est ce qu'on va appeler la chimie prébiotique, donc c'est une chimie des systèmes qui va pouvoir avoir lieu uniquement dans un environnement spécifique qui a cette fameuse source d'énergie. Et une fois que vous avez cette émergence de systèmes prébiotiques, eh bien vous avez une capacité d'évolution et vous n'avez plus de rupture entre l'évolution chimique au niveau de la chimie prébiotique et au niveau de la biochimie. Cette évolution va être aussi contrainte par les variations de l'environnement, de la même manière, entre guillemets, que la théorie de l'évolution développée par Darwin, même si évidemment les principes ne sont pas les mêmes.
D'accord ? Donc ça, c'est vraiment important et c'est l'environnement qui va permettre d'avoir cette bascule, cette émergence de propriétés très particulières au niveau de la chimie, que sont ces systèmes chimiques capables de se reproduire et d'évoluer. Alors maintenant, la question, c'est est-ce que ces environnements, ils sont uniques à la Terre ou est-ce qu'on peut en retrouver d'autres qui seraient capables de fournir ces conditions pour aller vers l'émergence de systèmes vivants ? Donc là, c'est un grand débat qu'il y a actuellement dans la communauté. Donc là, je vous ai mis 2 citations. Vous avez d'un côté Nathalie Cabrol, donc, qui dirige le CITI aux États-Unis et qui est astrobiologiste. Donc pour elle, elle regarde la probabilité, le nombre de planètes disponibles. Vous avez des dizaines de milliards d'étoiles, donc vous avez au minimum une planète, on va dire, autour. Donc vous avez plus de dizaines de milliards de planètes. Et donc par effet de probabilité, elle part du principe que, eh bien oui, la vie, on va certainement la retrouver sur une autre planète, au moins une fois. Et puis de l'autre côté, vous avez Jean-Pierre Bibring, qui est astrophysicien à l'Institut d'astrophysique spatiale, qui, lui, regarde toute l'évolution du système solaire qui a mené à la Terre telle qu'elle est, et puis à l'évolution de l'environnement de la Terre tout au long des ères géologiques. Et pour lui, eh bien, cette évolution est soumise à de très fortes contingences. Et donc la probabilité de recréer cette histoire ailleurs est nulle. Et donc pour lui, tout simplement, eh bien, la vie sur Terre, elle est unique dans l'univers. Alors la question, c'est est-ce que c'est vraiment deux positions à l'opposé, et est-ce qu'on peut finalement les relier, on ne va pas dire les marier, mais les relier. Et donc, regardons un petit peu. Donc ici à gauche, c'est les systèmes biochimiques terrestres. Donc si on suit l'idée de Jean-Pierre Bibring, en effet, toute l'évolution des espèces sur Terre est liée à la variation de l'environnement qui est contraint soit par l'évolution des espèces vivantes elles-mêmes, soit par des évolutions géologiques. Rien que la formation de la Terre, la formation de la Lune est liée à une contingence très forte qui est liée à l'évolution du système solaire et ainsi de suite. Donc ça veut dire que la probabilité sur un autre système planétaire d'avoir exactement la même évolution qui amène exactement à une même Terre et donc à une même évolution chimique qui a mené au système vivant à vous, en gros, elle est 0. Enfin en tout cas, moi c'est mon hypothèse. Donc ça veut dire que recréer ailleurs et même comprendre exactement l'histoire qui a mené au système vivant actuel, c'est pas possible. Parce que vous avez trop de contingences et on est incapable de pouvoir maîtriser toutes ces contingences-là. Donc les systèmes vivants basés sur les protéines, les ARN et les lipides, peut-être tout simplement, c'est unique à la Terre. Mais en chimie, il faut dissocier un système chimique et le processus chimique des molécules qu'il constitue. C'est plus que l'assemblage des molécules. Vous pouvez très bien avoir un même processus chimique qui soit basé sur donc, un système vivant, qui a cette capacité de prendre de l'énergie, de se reproduire, de relarguer des déchets, mais qui soit basé sur d'autres types de molécules. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout simplement, il faut trouver un environnement qui permette d'avoir cette auto-organisation de la matière, qui sélectionnera peut-être totalement autre chose comme type de molécule, mais qui amènera au même type de processus qui régissent les systèmes vivants terrestres. Et ça, pour le moment, eh bien, on n'a aucune idée si c'est possible. Est-ce qu'il y a d'autres environnements qui sont capables de présenter des conditions qui vont permettre de sélectionner d'autres types de molécules, mais d'arriver au même fonctionnement? Ça, on ne sait pas. Donc, entre Jean-Pierre Bibring et Nathalie Cabrol, en fait, la réponse, c'est il faut qu'on travaille en laboratoire, et c'est ce qu'on essaye de faire pour obtenir une réponse. Si on a un très grand nombre d'environnements qui nous permettent d'avoir cette transition de linéaire devenir vivant, où ça a été unique à la Terre. Donc voilà, je vous remercie. Alors moi j'avais une question sur le mariage Cabrol-Bibring. L'hypothèse statistique qui se fonde sur des grands nombres qui ne sont pas si grands que ça, en fait, quand on compare au nombre de molécules dans une mole, dans 22 litres 4 d'air, on est quand même en dessous. Est-ce qu'il y a au moins quelques indices qui permettraient de dire que ces statistiques pourraient être valables ? Pour le moment, moi je dirais que non, parce qu'en fait, on ne sait pas quels ont été les paramètres minimaux qui ont permis sur Terre d'avoir cette autorisation de la matière. On ne sait vraiment pas, on n'a pas d'idée, on sait qu'il y avait de l'eau, on sait qu'il y avait une certaine température, et
on ne comprend pas pour le moment comment est-ce qu'on est parti d'une chimie qu'on retrouve à peu près partout, qui est contrainte par les conditions dans lesquelles on est, mais on ne sait pas les conditions qui ont permis cette transition. Et donc à partir de là, on ne peut pas répondre vraiment au niveau statistique. Donc, par exemple, l'équation de Drake qui est très connue par rapport à ça, dans l'équation de Drake, il n'y a pas ce paramètre-là. Ce paramètre, il n'est pas pris en compte. Et on ne sait pas si la probabilité de retrouver un environnement qui présente les conditions pour avoir cette transition il a eu lieu une fois, et que même si vous avez des milliards de planètes différentes, eh bien la probabilité c'est que c'est ait lieu que sur Terre. On ne peut pas répondre à cette question-là. Moi, je ne sais pas dire actuellement si malgré cette statistique du nombre d'étoiles et puis des planètes associées, on est capable de retrouver un environnement qui pourrait présenter ces conditions-là. Alors moi, je me posais la question de quand le Soleil éclatera, quel pourrait être le devenir des éléments qui ont donc fourni la vie sur Terre? Est-ce qu'ils pourraient être récupérés dans un cycle qui suit? En fait, c'est-à-dire qu'avec un progrès, où justement ces éléments mystérieux qui nous font passer de l'inerte au vivant, ils auraient aussi pu avoir lieu avant l'explosion d'une étoile précédente. Et vous voyez, je ne sais pas si j'ai été clair. Oui. En fait, il n'y a pas d'élément mystérieux dans ce qui nous constitue. C'est-à-dire que, justement, c'est ça le point. C'est-à-dire que toute la matière qui est dans le système solaire, elle provient des étoiles qui ont explosé. Donc, c'est-à-dire que le Soleil, moi je ne suis pas astrophysicien, donc là je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, mais le Soleil en effet, il va grossir, il va engloutir Mercure, Vénus, la Terre, on va avoir très très chaud, donc toute vie sur la Terre, ça va être stérilisé, avec le vent solaire et ainsi de suite, donc la vie en tant que telle va disparaître, parce que la vie elle est liée à son environnement, c'est ça le point, c'est-à-dire qu'il y a la matière est générée par les étoiles, par l'exposition, par les supernovas. Que ce soit le silicium, le carbone, l'oxygène, l'azote, ça vient des étoiles. Ça s'accrète à la surface des petits grains dans les nuages moléculaires denses. Vous avez beaucoup d'hydrogène, parce que c'est 99% de la masse du nuage moléculaire dense, c'est de l'hydrogène, qui va venir taper les atomes qui se sont collés à la surface du grain. Donc l'oxygène, ça va former de l'eau, vous allez former du méthanol et ainsi de suite. Et donc les molécules de base, elles proviennent des étoiles. Et pour les systèmes vivants, la particularité, c'est que sur Terre, c'est l'environnement qui a permis d'utiliser ces molécules qui ont été générées tout au long de l'évolution, de la formation du système solaire. D'accord ? Et vous avez eu un environnement dans le système solaire qui a permis de déclencher cette chimie qui est très particulière, et c'est lié à la Terre. Si vous éliminez la Terre, peu importe que vous ayez des acides aminés ou autre chose, de toute façon, vous revenez à l'état de mort, vous changez l'environnement, et si vous n'avez pas si ça se fait de manière trop courte, la vie n'aura pas le temps d'émettre des systèmes biologiques qui sont adaptés à ces nouveaux environnements-là, et la vie en tant que telle, sur Terre, de toute façon, disparaîtra parce que vous allez détruire la Terre une fois que le Soleil va exploser. Oui, mais si on supposait que, par exemple, les bases nucléiques perduraient et pouvaient être récupérées, c'est-à-dire pas seulement des éléments simples. J'ai compris. Mais ce qu'il faut, c'est qu'elle se retrouve dans le bon environnement. C'est ça la question. Comme je vous le disais, dans un astéroïde, vous avez des bases nucléiques, des acides aminés. Mais on peut chercher autant de bactéries qu'on veut dans un astéroïde, vous n'en trouverez pas. C'est parce qu'elles se sont retrouvées sur Terre, à un moment donné, pourquoi, comment, on ne sait pas encore. Vous avez pu avoir cette chimie particulière des systèmes qui est émergée. Donc si vous éliminez cet environnement-là, vous perdez. Peu importe que vous retrouviez des bases nucléiques, et en effet qu'elles soient rééjectées, par exemple. Exactement, tout à fait, c'est ça. C'est vraiment l'environnement qui est très important. Alors j'ai une dernière question rapide. Tu es l'auteur d'un article qui est paru très important d'après moi, sur la nécessité de la lumière. Oui. Comme incitateur au départ de l'association des composés qui peuvent devenir de n'importe où, qui se retrouveraient donc en surface. À partir de cet article, que peut-on penser des gens qui font des hypothèses sur des émergences de vie dans des océans sous-glaciaires ? Alors, ça c'est la grosse bataille dans la communauté entre ceux qui disent ça peut se passer dans les sources hydrothermales au fond des océans ou plutôt à la surface. Alors nous, en fait, maintenant, on a un peu évolué, c'est-à-dire qu'on va mélanger les deux.
C'est-à-dire que lorsque vous allez avoir un astéroïde traverse l'atmosphère, il va venir impacter la Terre. Suivant la taille de cet astéroïde-là, vous allez modifier de manière localement l'environnement. Et notamment, vous pouvez générer des sources hydrothermales sur des centaines de milliers d'années. Et comme vous êtes à la surface, vous allez pouvoir associer à la fois la génération de matière organique, notamment les gradients qu'il peut y avoir dans les sources hydrothermales en subsurface ou en surface, et en même temps le rayonnement lumineux. Alors pourquoi nous, dans l'hypothèse, on veut les photons UV du Soleil? C'est tout simplement parce que, ça c'est Robert Pascal qui développe cette théorie-là, c'est que pour pouvoir déclencher ces fameux systèmes chimiques, il faut au minimum ce qu'il appelle 150 joules par mol, ou kilojoules par mol, voilà, je vais y arriver, et ça correspond à une longueur d'onde minimale de 800 nanomètres. Et ça, il n'y a que le Soleil qui pouvait le fournir, d'accord? Mais ça, ce sont des théories. Alors nous, en labo, justement, on teste ça et on passe à l'expérimental pour voir à Marseille si ça peut aller dans le bon sens. Et avec des collègues, eux, qui sont plutôt sources hydrothermales, eh bien, on discute ensemble, justement, pour trouver des environnements et éviter de se taper dessus. Voilà, en conférence. Merci beaucoup. Merci. Bien, merci beaucoup Grégoire d'Angers pour cette présentation qui nous est partie du fond des océans ou presque, de la surface de la Terre en tout cas, qui nous a amené jusqu'aux confins, au moins de la galaxie, si ce n'est de l'univers. D'abord, je veux rendre hommage à Monsieur Churyumov et à Madame Gerasimenko, qui sont les deux découvreurs de la comète 67P, qui a été la cible de la mission Rosetta. Et en Europe, on a pris la mauvaise habitude, d'ailleurs, comme aux États-Unis, quand c'est trop compliqué, on raccourcit et c'est devenu Tchouri. Non, c'est la comète Churyumov-Gerasimenko, deux astronomes russes qui ont découvert donc en 1967 cette comète qui n'aurait jamais connu de succès si elle n'avait pas été la cible d'une mission remarquable et unique de l'Agence spatiale européenne, avec des contributions de tous les pays européens et des États-Unis. Et elle est très importante, cette mission, parce qu'elle rentre parfaitement dans le thème sur, justement, le rôle de toutes ces composés qui se forment dans des nuages moléculaires énormes, alors très peu denses, mais énormes, et dont les éléments proviennent de l'explosion des supernovas. Donc nous sommes vraiment des poussières d'étoiles, d'une part, par les éléments qui nous composent, ça vient des étoiles à part l'hydrogène, l'hélium et un peu de lithium, et ça j'ai vu ça dans une autre salle tout à l'heure, et deuxièmement, nous sommes des poussières d'étoiles dans la mesure où ce sont les formations d'étoiles et les émissions des étoiles qui assemblent un certain nombre de ces composés, les 4 ou 5 principaux, pour faire de la matière organique, du schnops. Donc c'est un petit rappel, merci de nous l'avoir donné, et de nous avoir montré que même si on ne connaît actuellement par l'intermédiaire de l'analyse spectroscopique de ces nuages que quelques centaines de molécules, dans les objets qui viennent sur Terre, qui sont les témoins un peu de toutes ces réactions, on en trouve des dizaines de milliers, qu'on n'a pas tous identifiés bien sûr. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans votre laboratoire, vous êtes capable de reproduire, ou en tout cas de produire quelque chose de semblable, en reproduisant les conditions qui vous semblent les plus proches de celles qui peuvent exister à ce moment-là. Et donc, il y a un point extrêmement important, c'est que dans tous les cas, ce sont des processus qui nécessitent de l'énergie. Et pas n'importe quelle énergie, parce qu'il faut qu'elle soit suffisamment puissante et intense pour provoquer ces changements, mais il ne faut pas qu'elle le soit trop pour les détruire. D'autant plus que souvent, quand les molécules grossissent, elles deviennent de plus en plus fragiles. Et donc, il y a encore quelque chose à creuser de ce côté-là, je dirais, pour avoir cette rémanence moléculaire. Et donc c'est quelque chose qui nous encourage à essayer de comprendre quelle est un peu l'origine des formes de vie que l'on connaît sur Terre.
La grande question qui a été évoquée, que nous ne trancherons pas aujourd'hui, bien entendu, et que vous n'avez pas tranché, c'est cette bataille entre les Horaces et les Curiaces, qui est une bataille de scientifiques, il faut le dire aussi à un moment donné, avec des arguments sur la vie unique sur Terre, parce que la Terre est unique, et cette approche statistique. Il y a quand même des phénomènes stochastiques qui sont purement individuel et unique. Et donc, ça n'empêche qu'on va chercher des formes de vie sur Mars, parce que si on en trouve juste à côté, ça veut dire qu'il y en a partout. Si on n'en trouve pas, on aura simplement repoussé le problème. En tout cas, merci de nous avoir entrouvert cette porte du cosmos à la surface de la Terre.